De tous les navires des Grands Lacs, les transbordeurs étaient les navires les plus aptes à naviguer. Ils étaient immunisés contre les vagues. Leur coque était conçue différemment des autres navires opérant sur les Grands Lacs. Les Grands Lacs ont probablement été le théâtre de centaines d'accidents mineurs, comme des télescopages entre navires, des échouages. Toutefois, il n'y a eu que 3 naufrages de transbordeurs. Le fait qu'il n'ait eu lieu qu'en 1929 est un record admirable. John et Richie vont enquêter sur le naufrage de transbordeur le plus dramatique de l'histoire, celui du SS Milwaukee, construit en 1903. Milwaukee, dans le Wisconsin, le 22 octobre 1929, 8h30. Les gardes-côtes diffusent un avis de tempête avec des vents de force 8, soufflant entre 60 et 70 km/h sur les rives. Robert McKay, le capitaine du SS Milwaukee, a déjà entamé sa traversée des 135 km qui séparent Milwaukee de la ville de Grand Haven, dans le Michigan. Malgré des vents très violents, le capitaine McKay, 67 ans, n'a pas l'intention de s'arrêter pour autant. Bob McKay le gros temps, ou McKay la tempête, font partie des nombreux surnoms que j'ai entendus à son sujet. Il a commencé à naviguer sur les Grands Lacs tout jeune, à l'âge de 14-15 ans. Personne n'aurait osé mettre en doute les qualités d'un tel homme, du moins pas en sa présence. Si l'entreprise propriétaire du navire voulait qu'il prenne le large, il devait le faire. À 12 heures, le capitaine McKay arrive au port de Milwaukee sans incident. Il transmet au patron de la compagnie maritime, Grand Trunk Railroad, un rapport dans lequel il indique que la traversée s'est parfaitement déroulée. Tandis qu'il ordonne à son équipage de procéder aux préparations du voyage retour, les gardes-côtes enregistrent une montée en puissance des vents qui passe de force 8 à force 9, soufflant à une vitesse entre 75 et 90 km/h. 3 membres de l'équipage du Milwaukee sont persuadés que leur capitaine ne partira que lorsque les vents se seront apaisés. L'équipage du Milwaukee était descendu en ville pour aller au cinéma, faire des affaires. Ils n'imaginaient pas un seul instant que leur navire prendrait le départ ce jour-là. À 14h50, le capitaine McKay décide de prendre le départ. 3 membres de son équipage restent à terre. Je suis certain qu'il s'est fié à son expérience et qu'il pensait que la tempête allait cesser. Après avoir atteint une telle férocité, il croyait qu'elle ne pouvait pas redoubler de violence. C'est pourtant ce qui s'est passé. Le capitaine McKay ne sait pas encore qu'il se dirige en plein cœur de la tempête parfaite. Pour qu'une tempête parfaite puisse se former, il faut une importante masse d'air froid en provenance du Canada et se déplaçant vers le sud-est. Elle poursuit sa route vers la Floride et l'Alabama et se mélange à l'air chaud et humide du Golfe. Le tout solidifie la dépression. Cette dépression va ensuite se déplacer vers le nord-est, ce qui est normal pour les tempêtes venant de l'ouest. En se dirigeant vers le nord et ensuite vers le nord-ouest, elle poursuit son développement. Une fois arrivé dans la zone des Grands Lacs, vous avez une tempête parfaite. Dans des conditions normales, il faut 6 heures pour parcourir la distance qui sépare Milwaukee de Grand Haven, dans le Michigan. La traversée la plus rapide a été effectuée en 4 heures et 20 minutes. Le capitaine McKay a quitté Milwaukee depuis plus de 24 heures et n'est toujours pas arrivé ici, à Grand Haven. Curieusement, ici, personne ne s'inquiète. Il est vrai qu'il est déjà arrivé qu'un navire passe 15 heures au milieu d'une tempête et les retards dus à la météo sont légion. Le capitaine McKay a déjà passé 38 heures au milieu d'une tempête avant de parvenir à ramener son navire au port sain et sauf. Presque 2 jours après avoir mis le cap en direction de la tempête, les prévisions les plus pessimistes commencent à aller bon train au sujet du Milwaukee. Le 24 octobre 1929, à 13h30, 2 corps portant des gilets de sauvetage du SS Milwaukee sont découverts sur les rives du lac. Les gilets sont actuellement conservés au musée de la marine du Wisconsin. L'un des 2 corps retrouvés est celui de Richard Seddon, commissaire de bord.
Richard Seddon constitue un élément clé dans ce mystérieux naufrage. 3 jours après avoir découvert son corps, les gardes-côtes découvrent un incroyable indice. Venez voir! Venez voir! Une lettre à l'intérieur d'une bouteille contenant les derniers mots du désespéré commissaire de bord du SS Milwaukee, Richard Seddon. Le 22 octobre 1929, le SS Milwaukee met le cap droit dans la tempête qui frappe le lac Michigan avec à son bord une cargaison composée de 25 wagons remplis de marchandises avant de disparaître. 2 jours plus tard, les corps et les débris commencent à s'échouer sur les rives du lac. Le service d'inspection des navires à vapeur procède à l'ouverture d'une enquête. À la fin du 19e siècle, le gouvernement américain crée le service d'inspection des navires à vapeur. Sa mission consiste principalement à s'assurer que les bateaux à vapeur sont en sécurité sur les Grands Lacs. Suite au naufrage du Milwaukee, une enquête officielle a souligné certains défauts, et notamment celui de la porte arrière, un défaut fréquent sur les transbordeurs de wagons opérant dans les Grands Lacs. La porte arrière du SS Badger fait 3 mètres de haut et pèse 6 tonnes et demie. Selon l'historien Art Chavez, en 1903, lors de sa construction, le SS Milwaukee n'était pas équipé du même modèle. Les premiers transbordeurs de wagons n'étaient pas dotés de porte arrière. Aujourd'hui, on aurait du mal à imaginer un navire sans protection prévue pour empêcher l'eau de passer par-dessus la poupe. C'est ça? Oui. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre pourquoi les concepteurs d'un navire prévu pour opérer au milieu de conditions difficiles n'ont pas pensé à cloisonner la poupe. En 1892, les transbordeurs qui sortaient de l'usine n'étaient pas dotés de porte arrière. En 1906, des troncs d'arbres d'1,20 m de long, installés sur la poupe, étaient utilisés en guise de déflecteur pour empêcher que l'eau ne s'infiltre. Suite au naufrage du Bear Market 18 en 1910, un navire jumeau du Milwaukee, l'attention s'est portée sur ces poupes ouvertes et des portes arrière en acier ont alors été conçues. C'est en 1911 que sera installée à bord du SS Milwaukee une porte arrière d'1,50 m de haut. Une précaution dérisoire face aux eaux déchaînées de cette tempête d'octobre. Les hommes qui enquêtent sur le naufrage du SS Milwaukee font la découverte d'une preuve capitale portant à croire que le drame aurait été causé par la porte arrière. Une preuve découverte sur une plage du Michigan, comme celle-ci. À South Haven, dans le Michigan, une équipe de garde-côtes inspecte la plage sur laquelle se sont échoués un canot de sauvetage ainsi que plusieurs bouées de sauvetage. Venez voir! Venez voir! C'est alors qu'un jeune garde-côte fait la découverte d'une boîte à messages provenant du Milwaukee. C'était une boîte en métal, à l'intérieur de laquelle il était possible d'introduire un message écrit en cas d'urgence, un peu comme une bouteille à la mer. C'était plus solide et plus sûr que du verre. Un peu comme à bord des avions, la boîte à messages représentait la boîte noire de l'époque. L'ultime moyen pour l'équipage de faire savoir ce qui s'était passé. Après avoir analysé la signature du message, il s'est avéré qu'elle correspondait à celle du commissaire de bord. Sur un transbordeur, le commissaire de bord est chargé de surveiller le chargement des wagons sur le pont. Je pense que Richard Seddon a pris seul l'initiative de rédiger ce message. Voici ce que dit le message. Le navire prend l'eau rapidement. Nous avons fait demi-tour en direction de Milwaukee. Les pompes fonctionnent, mais la porte arrière est pliée vers l'intérieur et ne peut empêcher l'eau de s'infiltrer. Le flicker est inondé, les eaux sont déchaînées, la situation est mauvaise. L'équipage est le même que celui du dernier jour de paix. Richard Seddon, commissaire de bord. Cette lettre fournit des informations très importantes. L'heure, tout d'abord, 20h30. C'est un renseignement très utile pour comprendre ce qui est arrivé au navire. Nous savons qu'à cette heure-ci,
Ils ont déjà fait demi-tour pour rejoindre Milwaukee, que le navire prend l'eau et que la porte arrière est tordue. On sait aussi qu'ils ont quitté Milwaukee depuis 4h30 et que les conditions météo ne leur ont pas permis d'aller bien loin. Le message dit également que l'eau passe à travers la porte arrière endommagée et que malgré l'utilisation des pompes, rien n'y fait. Dans sa lettre, le commissaire de bord utilise un étrange jargon employé par les marins des Grands Lacs. Le flicker est inondé. Le mot flicker désigne le poste d'équipage situé sous le pont des wagons, derrière la salle des machines et la chaufferie. Il est utilisé parce que l'éclairage du poste est assuré par une lumière électrique qui clignote. Lorsque le flicker est inondé, c'est un très mauvais signe. En tant que plongeurs sur l'épave, Richie et moi-même tenons à faire preuve d'efficacité. Pour cela, nous devons au préalable mener certaines recherches. Nous disposons d'énormément d'informations au sujet du Milwaukee. Que tu as déjà commencé à éplucher d'ailleurs. Tout à fait. J'ai ici les journaux de bord des gardes-côtes de Milwaukee, correspondant au jour précédent le naufrage ainsi que celui du jour suivant. Et là, j'ai les plans du Milwaukee, ainsi que les conclusions de certains rapports du service d'inspection des navires à vapeur. J'ai un télégramme datant du 10 novembre 1929. Enquête du naufrage du Milwaukee terminée. Conclusions n'ont pas permis de révéler cause exacte du désastre. Voici l'article 15 du rapport final. Les causes exactes du naufrage du Milwaukee demeureront à jamais inconnues. Nous ne pensons pas que l'inondation du poste d'équipage soit le seul élément responsable du désastre. Les quartiers de l'équipage sont situés sous le pont où sont entreposés les wagons. Il est écrit que l'eau s'est infiltrée dans cette partie du navire et que la salle des moteurs risque d'être inondée. Si après avoir inondé le poste d'équipage, l'eau parvient à faire céder une cloison, elle peut alors pénétrer à l'intérieur de la salle des machines. L'eau risque alors d'entrer en contact avec la chaufferie et là, cela devient vraiment dangereux. Au contact d'une chaudière brûlante, l'eau peut provoquer son explosion. Si l'eau s'infiltre dans la soute, les feux s'éteignent et vous pouvez vous attendre au pire. Un des moteurs a peut-être subi une avarie et la mauvaise météo les a probablement... Attends, si au milieu de vents de force 9, une des machines était tombée en panne, ils auraient perdu le contrôle du navire qui aurait fini au fond du lac. D'ailleurs, c'est probablement ce qui s'est passé. Ça, on ne sait pas encore. Et non. Il faudra explorer l'épave pour être en mesure de l'affirmer. Le service d'inspection des navires à vapeur mettra 2 mois avant de rendre son rapport à l'intérieur duquel certaines hypothèses expliquant le naufrage du Milwaukee sont rédigées. Contrairement à eux, nous allons pouvoir accéder à l'épave. On va essayer de comparer l'épave avec les conclusions de l'enquête officielle. On espère qu'en associant les deux, on parviendra à percer le mystère du naufrage du SS Milwaukee. Octobre 1929, le transbordeur de wagons SS Milwaukee se dirige au cœur d'une terrible tempête. Il ne sera retrouvé que 43 ans plus tard. Cette épave devrait permettre de trouver des réponses à de nombreuses interrogations. Le capitaine du navire est-il fautif? La conception du navire comportait-elle un défaut? L'épave se situe à 11 km au nord de Milwaukee, à 4 km au large des rives. La porte arrière est régulièrement évoquée dans ce naufrage. Nous allons bien évidemment tenter de l'observer de plus près. Nous allons également vérifier si l'épave est conforme aux descriptions des documents que nous avons consultés. En quelques minutes, John et Richie parcourent les 38 mètres de profondeur où repose l'imposant transbordeur. Hey Evan, here's one of the... I think it's back in the stern. There it is, John! On a trouvé le pont à wagon! Et la porte arrière n'est pas à sa place! Mon Dieu! Je l'ai trouvée, John! Elle est pliée en deux!
Regarde-moi ça! Elle est complètement tordue, c'est incroyable! This is unbelievable. Cette porte arrière ne mesure que la moitié de celle du SS Badger. Elle représente malgré tout une plaque d'acier d'une taille considérable. Ce truc est plié comme une vulgaire feuille de papier. It's hard to believe. Difficile d'imaginer que quelque chose d'aussi gros puisse être tordu comme ça. But yet Et pourtant, c'est le cas. It's right in Voici la front of preuve. us. Look at this. Regarde ce wagon, John! Here. You can On see voit the- encore les bogies et les roues. The wheels right here. Une partie de la cargaison des wagons est visible. L'un d'entre eux contenait des cuvettes de toilettes et des baignoires. Un autre comprenait des exemplaires du tout dernier modèle de l'époque de la marque automobile Nash. Upper deck is largely- La majeure partie du pont supérieur s'est effondrée sur certains wagons. Je vais jeter un coup d'œil dessous. John, tu ne vas pas en croire tes oreilles. Non seulement j'ai trouvé une hélice, mais en plus, elle repose sur un wagon. Sur un wagon? Parfaitement. Je suis face à deux énormes hélices de 4 mètres d'envergure. Comment un wagon a-t-il pu se retrouver sous ces hélices? Le fond du lac est jonché d'épaves de wagons. Sur le pont, un d'entre eux est coincé sous des arbres d'hélice. Je crois que le transborder a sombré par la poupe et entraîné les wagons par-dessus bord. La porte arrière, quant à elle, ce n'est plus qu'un débris. La porte arrière a été fortement endommagée. Elle est pliée vers l'intérieur, mais également vers l'extérieur. Un des wagons a dû abandonner le transborder avant que celui-ci ne touche le fond. Il est fort probable qu'il y en ait eu d'autres. En parvenant à déterminer l'orientation de l'épave au fond du lac, John et Richie pourront peut-être comprendre comment la porte arrière a été endommagée. À l'aide d'un radar latéral, Bill Prince, le capitaine du bateau duquel John et Richie effectuent leur plongée, est parvenu à obtenir des images de la zone où repose l'épave. Peux-tu nous dire comment l'épave est orientée? Bien sûr. La proue est orientée vers le sud et la poupe vers le nord. Le transborder revenait sur Milwaukee, la proue était orientée en direction du port. Possible, mais ça ne nous apprend pas grand-chose. Si le transborder a coulé par la poupe, ce qui semble le cas, la proue a dû rester un moment à la surface et les vents l'ont probablement déplacée vers le sud. Ensuite, en coulant, le navire a pu atterrir sur un des wagons. D'après le commissaire de bord, le Milwaukee avait fait demi-tour pour revenir à Milwaukee. Peut-on prendre cet élément en compte? Je ne vois pas comment il est possible d'opérer un demi-tour avec un transborder de cette taille au milieu de vents de force 9. Tout bon capitaine expérimenté le sait. Présenter le flanc de son navire face au vent constitue la dernière des opérations à effectuer. Lorsque la mer est déchaînée et que vous virez de bord, le vent frappe le flanc du navire. S'il est suffisamment puissant, il est capable de le faire chavirer. C'est une opération que l'on n'effectue pas dans ces moments. Le commissaire de bord affirme que le navire repartait vers Milwaukee, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il avait fait un demi-tour complet. À l'image d'un crabe, il a peut-être légèrement viré vers l'ouest et fait doucement machine arrière, tout en se laissant dériver. Face à des vents de nord atteignant 80 km/h, le capitaine McKay n'avait pas d'autre choix que de mettre le cap sur le sud. Lorsqu'un vent très violent frappe la proue d'un navire, il est déjà suffisamment difficile de parvenir à aller tout droit. D'ailleurs, de nombreux transbordeurs opérant sur les Grands Lacs ont été repoussés par de grosses vagues lors de fortes tempêtes. Lors de violentes tempêtes, il arrive parfois que les transbordeurs soient soulevés par une vague et qu'en redescendant de cette vague, la porte arrière percute la surface de l'eau. Dans son message, le commissaire de bord du SS Milwaukee affirme que la porte arrière du navire est pliée vers l'intérieur. A-t-elle été endommagée après que le transborder ait été repoussé par les remous?
Doug Goodhue est historien et modéliste. Il a reproduit la porte arrière du SS Milwaukee grâce aux images filmées par l'équipe de John et Richie. D'après ce que j'ai pu voir sur les vidéos, Ça ressemble bien à ce que nous avons vu en tout cas. donc d'après ce que j'ai vu de l'épave, elle est actuellement dans cette position. Il y a également une chaîne qui part de là jusqu'au bossoir d'embarcation. Elle est tendue. Oui. En revanche, celle qui est à bâbord est détendue. La question est de savoir ce qui a pu pousser de ce côté la porte arrière et qui a fait en sorte qu'elle se brise et tombe. Cette chaîne tendue me fait dire qu'elle était abaissée et non relevée lorsqu'elle est tombée ou a été expulsée du navire. Si elle avait été dans cette position, ça aurait signifié quoi? Qu'un wagon est passé à travers. Voici le SS Milwaukee. Il a été reconstruit en 1931 par la compagnie maritime Grand Trunk Railroad dans le but de remplacer l'original. C'est aujourd'hui un musée national. Contrairement au SS Badger, il a été conçu pour embarquer des wagons. Comment sont-ils arrimés afin de demeurer immobiles pendant une tempête? Et enfin, que s'est-il passé le jour du naufrage? Nous sommes en compagnie de Jed Jarowski et de Pat Brandon, anciens chargeurs de wagons. Ils travaillent tous les deux pour le compte du musée. Quel est le poids d'un de ces wagons? 150 tonnes environ. Waouh, c'est considérable. Il suffit que l'un d'eux bouge, ne serait-ce que d'1 millimètre, pour avoir suffisamment d'élan et briser ses chaînes, comme de vulgaires cordelettes. Comme vous le savez, nous enquêtons sur le naufrage du Milwaukee. Et nous aimerions comprendre comment sont arrimés les wagons pour savoir s'il est possible que l'un d'entre eux ait bougé pendant la tempête. Le premier des appareils utilisés est le vérin de calage, qui pèse environ 80 kg. On le serre jusqu'à ce que ce ressort se détende légèrement. Ensuite, on actionne les freins à air et le wagon est totalement immobilisé. Même s'ils ont l'air solidement fixés, lorsque ces wagons qui font 500 tonnes poussent l'un contre l'autre, ils prennent de l'élan et font reculer les attaches comme si elles étaient sur des rails graissés. La situation devient sérieuse et c'est le moment d'installer les chaînes. Certains gars doivent alors ramper sous la file de wagons qui bougent pour essayer de les attacher à l'essieu d'un des bogies. Vous avez déjà assisté à ce genre de spectacle? Ah oui. Combien de fois? Une bonne douzaine de fois. Il y avait toute une file de wagons qui se mettait à bouger, c'était très sérieux. Tous les gars ont dû venir sur le pont. Lors du naufrage du Milwaukee, les vagues s'abattaient sur le pont. Comment est-il possible de travailler sur la poupe d'un navire avec de l'eau qui s'infiltre et qui entraîne les wagons par-dessus bord? L'équipage doit également faire très attention pour ne pas être emporté. Quand les wagons commencent à rouler, c'est que le navire est vraiment en danger. Comment le SS Milwaukee a-t-il sombré? C'est au fond du lac Michigan que se trouve peut-être la réponse. « 1929, le lac Michigan est frappé par une violente tempête accompagnée de vents de force 9, au cours de laquelle un transbordeur de wagons fait naufrage. C'est ici que le navire a sombré le 22 octobre 1929 à 21h30. Nous sommes à 4 km de la banlieue de Fox Point, à une dizaine de kilomètres au nord-est du port de Milwaukee. Si près et pourtant si loin. Les habitants des rives du lac n'ont probablement pas pu assister au naufrage du SS Milwaukee. Au milieu de cette terrible tempête, il devait être impossible de voir au-delà de quelques mètres. Et ce soir-là, personne ne part à la recherche du transborder. Un transborder même pas équipé de radio. Même si à l'époque les radios commençaient à être chose courante, le Milwaukee ne disposait pas de matériel sans fil pour communiquer avec la Terre. La Grand Trunk Line n'était pas une compagnie qui investissait dans les nouvelles technologies pour ses navires.
La compagnie maritime Grand Trunk Line n'avait pas équipé ses transbordeurs de matériel sans fil. Par conséquent, le capitaine ne pouvait pas lancer d'appel à l'aide. Contrairement au navire de la compagnie Pear Market, il y a là deux conceptions diamétralement opposées. Vouloir effectuer une mission coûte que coûte devait provenir d'une culture propre à la Trunk Line. 2 jours après le naufrage du SS Milwaukee, les corps de l'équipage commencent à s'échouer sur les rives du lac. En frappant le nez d'un des cadavres, les sauveteurs constatent que du sang coule. C'est pour eux le signe que la mort est intervenue après avoir passé plusieurs jours à bord d'un canot de sauvetage. Si le Milwaukee avait été équipé d'une radio, le malheureux ainsi que certains de ses partenaires auraient probablement pu être sauvés. Hélas, certains, mais pas tous. Certains corps sont retrouvés vêtus de vêtements de travail. Ils correspondent aux hommes affectés à la chaufferie. Les braves ont alimenté les machines jusqu'à la dernière seconde. C'est l'un des détails les plus effroyables du naufrage du Milwaukee. Le navire devait être encore sous pression. La vie de ces gars en dépendait. Ils n'ont probablement pas cessé d'alimenter les chaudières à grands coups de pelleté de charbon pour maintenir le navire en marche jusqu'à ce que l'eau engloutisse les chaudières. Les corps retrouvés avec des vêtements de travail maculés devaient appartenir aux gars de la timonerie. Il semblerait qu'ils aient pu monter à bord du canot de sauvetage. Le corps d'un des membres de l'équipage du pont supérieur est retrouvé portant à son poignet une montre indiquant 21h30, l'heure approximative du naufrage. Après avoir examiné les documents de l'époque et exploré l'épave du SS Milwaukee, John et Ritchie en ont déduit qu'une vague avait probablement frappé la porte arrière du navire, permettant l'infiltration de tonnes d'eau sur le pont de wagon. Les marins sont incapables d'empêcher les wagons de se mettre à rouler. Pesant 70 tonnes chacun, ils traversent le pont pour finir au fond du lac. Cette théorie est-elle plausible ? D'après le message du commissaire de bord, l'eau aurait également pénétré sous le pont à wagons. Voici ce qui est écrit. Les pompes fonctionnent, mais la porte arrière est pliée vers l'intérieur et ne peut empêcher l'eau de s'infiltrer. Les flickers sont inondés. Même si la porte arrière est tordue, comment l'eau est-elle parvenue à s'infiltrer à l'intérieur du poste d'équipage ? Quelques mois avant le naufrage, le service d'inspection des navires à vapeur contrôle l'intérieur de la coque du transborder. Elle estime que les panneaux d'écoutille, les hublots et les cloisons fonctionnent correctement. Lorsque l'eau monte sur le pont, il faut faire en sorte qu'elle n'aille ni à l'intérieur des quartiers de l'équipage, ni dans les soutes à charbon, et encore moins dans la salle des machines, pour ne pas mettre les chaudières hors d'usage. Normalement, ces endroits ont été examinés au préalable, n'est-ce pas? Oui. Il est fort probable que les inspecteurs aient vérifié que le pont des trains soit protégé des intempéries et que les hublots soient sûrs. Au milieu de ce genre de tempête, les hublots sont immergés la plupart du temps. Il est important de s'assurer que toutes les ouvertures soient étanches avant qu'un bateau ne navigue. Pour quelles raisons les ouvertures du SS Milwaukee n'ont-elles pu demeurer étanches? Ont-elles cédé sous la violence de la tempête? Comment les eaux turbulentes du lac Michigan à partir du pont à wagons sont-elles parvenues à s'infiltrer dans les compartiments inférieurs? John et Ritchie vont effectuer une deuxième plongée sur l'épave du transborder dans l'intention de pénétrer à l'intérieur du poste d'équipage et de la salle des machines afin de comprendre comment cette zone a pu être inondée. Ken Wagner, plongeur sur épave, leur indique comment y parvenir. Pour entrer dans la chaufferie, il faut passer à travers une grille où le charbon était entassé. En fait, il poussait un wagon au-dessus de la soute à charbon. Ils ouvraient le plancher du wagon et faisaient tomber le contenu dans la soute. On va donc passer à travers un trou dans la grille et sortir par l'endroit où le charbon était amassé. Je veux voir l'état des panneaux d'écoutille pour savoir si l'eau a pu s'infiltrer dans les quartiers de l'équipage, dans la chaufferie et dans la salle des machines. Cette plongée
permettra-t-elle de découvrir la preuve irréfutable du naufrage? Au fond du lac Michigan, à 38 mètres de profondeur, repose l'épave du SS Milwaukee, un transborder de wagons. Il a disparu avec 47 hommes à son bord au mois d'octobre de l'année 1929, au cours d'une terrible tempête. D'après un message retrouvé après le désastre, le poste d'équipage était inondé. Nous sommes dans le Flicker. Cet endroit a joué un rôle important dans le naufrage du Milwaukee. Le drame du transborder trouve son origine ici. On imagine aisément, éclairé par une lumière clignotante, l'équipage luttant pour sa survie, incapable d'endiguer la montée des eaux. En revanche, il est plus difficile d'imaginer comment l'eau a pu pénétrer dans cette partie du bateau. Ritchie est entré à l'intérieur de la chaufferie et de la salle des machines pour comprendre comment l'eau a pu s'infiltrer. Ken Wagner lui indique le chemin en le faisant passer à travers une écoutille située au-dessus de la soute à charbon, près des chaudières. C'est un endroit incroyablement confiné et très inquiétant. Le mauvais endroit pour avoir un problème technique. Je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi les chaudières du Milwaukee n'ont pas explosé. Il a coulé alors qu'elles étaient en fonctionnement, probablement à plein régime. Elles ont été en contact avec l'eau et pourtant, elles n'ont pas explosé. À l'intérieur de l'épave, Ken Wagner montre à Ritchie la réponse à cette lancinante question. Les chaudières n'ont pas explosé parce que leur couvercle avait été retiré et placé sur le passe-avant. L'équipage de la salle des machines a probablement coupé les machines et retiré les couvercles quelques minutes avant que ne sombre le navire et qu'ils ne tentent de sauver leur vie. Cet endroit est absolument incroyable. Le temps de plongée de Ritchie touche à sa fin. Il quitte la salle des machines. Sur son chemin, il remarque un étonnant détail. Les larges ouvertures communiquant entre la salle des machines et le pont des wagons sont ouvertes. Voici une des grilles située au-dessus du moteur. On peut voir qu'il n'y a aucun panneau qui la recouvre. C'est ouvert. C'est par ici que l'eau s'est sûrement engouffrée et a inondé la salle des machines et causé la perte du Milwaukee. Où sont les panneaux? Ils ne sont pas à leur place. Les ouvertures situées sur le pont à wagon d'un transborder à vapeur permettent de ventiler les compartiments inférieurs et de stocker le charbon dans les soutes. Ces ouvertures sont habituellement closes en cas de tempête. Les soutes à charbon sont recouvertes de grilles ou de planches de bois sur lesquelles sont placés des panneaux en acier avec des fermetures à tourniquets pour les sécuriser. Grâce aux images du Milwaukee que John et Ritchie ont pu filmer, il semblerait que ces panneaux n'aient pas été à leur place. Il semblerait qu'il n'y ait que des grilles. On est sorti de l'épave, John. Le moment est venu de remonter à la surface et d'assembler les nombreuses informations obtenues. Quelle plongée! C'était génial. Dans la salle des machines, en levant la tête, on a pu voir que des grilles remplaçaient les panneaux d'écoutille. En fait, il n'y avait pas de panneau du tout, juste des grilles pour ne pas que les membres d'équipage tombent. Il n'y avait rien pour les sécuriser. C'est par les écoutilles que l'eau est entrée dans ces compartiments. Mais où étaient les panneaux?
Je n'ai rien vu permettant de fixer un panneau. Quand vous nous avez conduits dans la chaufferie et dans la salle des machines, j'ai levé la tête et j'ai vu la lumière passer au travers de l'écoutille. Il n'y avait pas de panneau. Au cours de vos nombreuses plongées, est-ce que vous en avez vu? Non, jamais. Pas même la trace d'une fixation de panneau. Il n'y avait qu'une grille pour ne pas tomber, mais qui ne pouvait pas empêcher l'eau de s'infiltrer. S'ils avaient été équipés de panneaux d'écoutille, ils les auraient installés et sécurisés avant de procéder au chargement des wagons et avant de prendre la décision de partir en ce jour de tempête. Il semblerait que les panneaux en question n'aient jamais existé. C'est l'un des grands mystères de cette épave. Mais tout cela contredit les conclusions du rapport du service d'inspection. Je n'ai jamais vu ce rapport, je ne sais pas. Le service d'inspection des navires à vapeur croyait que les ouvertures étaient équipées de fermetures étanches. L'absence de panneaux constitue un élément clé dans notre enquête. C'est vrai, tout à fait. Quelques mois après le naufrage, la compagnie propriétaire du Milwaukee est accusée de négliger la sécurité de ses transporteurs. Plusieurs familles de victimes se sont associées afin d'attaquer en justice la compagnie maritime Grand Trunk Line. Leur plainte mettait en cause la capacité du navire à naviguer. La compagnie était accusée d'avoir voulu faire des économies. Une liste de 8 facteurs susceptibles d'être responsables du naufrage avait été établie. Parmi ces facteurs figurait l'absence de fermetures étanches sur le pont de wagon. Le service d'inspection des navires à vapeur soutient la ligne de défense adoptée par la compagnie Grand Trunk Line, qui affirme qu'au terme des nombreuses inspections régulières dont son navire a fait l'objet, celui-ci était en parfait état de naviguer. Je pense qu'un des inspecteurs essayait de sauver sa peau, en affirmant que ses couvertures étaient parfaitement opérationnelles. En réalité, il n'y en avait aucune. Le service d'inspection des navires à vapeur est contraint d'enquêter sur un navire qui a sombré et qu'ils ont autorisé à naviguer. On peut se demander s'ils tenaient réellement à remettre en cause leurs jugements initiaux. C'est ici, au palais de justice de Milwaukee, que le juge fédéral Gelger entendra les plaintes des familles de l'équipage du Milwaukee. Le 9 janvier 1931, conformément à une loi datant du 19e siècle, il estime que la compagnie maritime ne peut être tenue responsable de la valeur du Milwaukee qu'au terme du voyage du navire. Alors, que reste-t-il du SS Milwaukee à la fin de son voyage? 2 canots de sauvetage d'une valeur de 490 $. Si l'on divise cette somme entre 47 membres de l'équipage, cela nous donne tout juste 10 $ par personne. La compagnie maritime et le service d'inspection des navires à vapeur attendront la fin du procès pour procéder aux corrections des déficiences du Milwaukee. Déficiences dont ils n'ont jamais cessé de nier l'existence. Suite au naufrage du Milwaukee, la Grand Trunk Line a équipé ses transbordeurs de portes arrière plus élevées et a installé des panneaux d'écoutille plus efficaces sur le pont de wagon. 2 éléments clés qui ont contribué à améliorer la sécurité des transbordeurs actuels. En 1929, octobre est un mois difficile pour la marine opérant sur le lac Michigan. La tempête inflige de sérieux dégâts à de nombreux bateaux. 3 navires dont le Milwaukee font naufrage. Ces drames ne touchent que très faiblement l'opinion publique. En octobre 1929, un autre événement est responsable d'un terrible désastre, le krach boursier de Wall Street. C'est le début de la Grande Dépression. À peine 50 ans plus tard, le transport ferroviaire abandonne l'utilisation des transbordeurs pour une alternative économiquement plus rentable, le transport routier. Cette évolution marque la fin d'une époque, celle où les trains naviguaient sur le lac Michigan.